Alors bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour, une nouvelle vidéo publique, que je comptais pas faire, mais voilà, il y a quand même des bonnes nouvelles et elles sont pas nombreuses donc, on va essayer d'en profiter. Et donc Javier Milei, qui est, élu président de l'Argentine un peu par miracle, comme j'en ai déjà parlé souvent, l'Argentine est bien plus une démocratie que la France, comme on l'a vu avec cette élection, parce qu'en France, quelqu'un comme Milei, qui est exactement, quasiment exactement sur ma position, n'a aucune chance. Moi, je n'ai aucune chance, d'être élu d'aucune manière, avec mes idées. Donc, et dans un pays profondément socialiste comme, l'Argentine. Donc j'ai décidé aujourd'hui, puisque Javier Milei vient de s'exprimer, au forum de Davos, qui est une officine de la Chine communiste et qui est donc dirigée par Klaus Schwab, comme chacun sait, qui va d'ailleurs donner la parole à Milei. Et Klaus Schwab est un marxiste, il parle avec le buste de Lénine derrière lui. Il veut le grand reset donc du passé faisant table rase. Il veut qu'à l'avenir nous ne soyons propriétaires de rien, mais que nous soyons heureux. Donc ça c'est typiquement marxiste. Il a la médaille de l'amitié du Parti communiste chinois. Il a aidé à créer le Davos chinois qui s'appelle le Forum Boao en 2003 et le Davos d'été. Donc là, c'est le Davos d'hiver, disons le Davos principal, mais il y a aussi un Davos d'été qui, chaque année, a lieu depuis 2006 en Chine. Donc c'est vraiment une officine de la Chine, c'est une officine communiste où peuvent euh, venir un peu tous les leaders occidentaux, et Macron vient de s'exprimer évidemment, avec le même agenda, c'est-à-dire marxiste, communiste, de gouvernement mondial, voilà, qui est un projet marxiste. Et donc Milei, qui n'a pas du tout ce programme-là, puisque c'est un libéral conservateur, donc il est exactement à l'opposé, tout comme Trump était venu une fois à Davos et avait fait un discours, mais là je trouve que le discours que Milei vient de faire est encore plus fort, parce que Milei va encore plus loin dans la défense des libertés fondamentales du marché, contre le communisme ouvertement, et donc il était un peu dans la Mecque actuelle des mondialistes, des communistes, qui pousse l'agenda pour le réchauffement climatique, qui pousse le féminisme, le LGBTQ, etc. Et il vient faire un discours. Donc j'ai décidé de vous le lire intégralement, donc pendant qu'il parle, mais en traduction française évidemment, parce que on a vu des bribes sur Internet être traduites, et c'est très bien, mais là, ça mérite vraiment une traduction intégrale. Et donc, moi, j'ai fait un peu d'espagnol dans ma jeunesse, mais je suis pas, malheureusement, je parle pas couramment, donc je me suis appuyé sur un outil de traduction professionnel. Et donc, on va voir ce que raconte Javier Milei, que voici donc c'était aujourd'hui, voilà, 17 janvier, qu'il s'est exprimé. Alors, j'enregistre le 17 janvier et vous le verrez certainement le 18, puisqu'en Polynésie, il y a un décalage de 12 heures. Alors, c'est parti. Je vais baisser un peu le son. Voilà, ça couvre pas trop ma voix. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire que l'Occident est en danger. Il est en danger parce que ceux qui sont censés défendre les valeurs de l'Occident sont cooptés par une vision du monde qui inexorablement conduit au socialisme et par conséquent à la pauvreté. Malheureusement, au cours des dernières années et décennies, motivés par certains désirs bienveillants d'aider les autres et d'autres par le désir d'appartenir à une caste privilégiée, les principaux dirigeants du monde occidental ont abandonné le modèle de la liberté pour différentes versions de ce que nous appelons le collectivisme. Nous sommes ici pour vous dire que les expériences collectivistes ne sont jamais la solution aux problèmes qui affligent les citoyens du monde, mais au contraire leur cause. Croyez-moi, il n'a pas mieux que nous, Argentins, pour témoigner de ces deux questions. Lorsque nous avons adopté le modèle de la liberté en 1860, nous sommes devenus en 35 ans la première puissance mondiale. Tandis que lorsque nous avons adopté le collectivisme, au cours des 100 dernières années,
nous avons vu comment nos citoyens ont commencé à s'appauvrir systématiquement jusqu'à tomber à la 140e place mondiale. Mais avant d'entamer cette discussion, il est important d'examiner les données qui démontrent que le capitalisme de libre entreprise n'est pas seulement un système possible pour mettre fin à la pauvreté dans le monde, mais qu'il est le seul système moralement souhaitable pour y parvenir. Si nous considérons l'histoire du progrès économique, nous pouvons voir comment, de l'année 0 à l'année 1800 environ, le PIB mondial par habitant est resté pratiquement constant pendant toute la période en question. Si l'on examine un graphique de l'évolution de la croissance économique au cours de l'histoire de l'humanité, on obtient un graphique en forme de bâton de hockey, une fonction exponentielle qui est restée constante pendant 90% du temps, avant de connaître des pics exponentiels à partir du 19e siècle. La seule exception à cette histoire de stagnation se situe à la fin du 15e siècle, avec la découverte de l'Amérique. Mais à part cette exception, pendant toute la période, entre l'année 0 et l'année 1800, le PIB mondial par habitant a stagné. Or, non seulement le capitalisme a généré une explosion de richesse dès son adoption en tant que système économique, mais si l'on examine les données, on constate que la croissance s'est accélérée tout au long de la période. Pendant toute cette période, entre l'année 0 et 1800, le taux de croissance du PIB par habitant est resté stable à environ 0,02% par an. À partir du 19e siècle, avec la révolution industrielle, le taux de croissance est passé à 0,66%. À ce rythme, le doublement du PIB par habitant nécessiterait 107 années de croissance. Cependant, si l'on considère la période entre 1900 et 1950, le taux de croissance s'accélère pour atteindre 1,66% par an. Et si nous prenons la période entre 1950 et l'an 2000, nous constatons que le taux de croissance est de 2,1% par an, ce qui signifie que nous pourrions doubler le PIB mondial par habitant en seulement 33 ans. Cette tendance, loin de s'arrêter, est toujours d'actualité. Si l'on considère la période comprise entre 2000 et 2023, le taux de croissance s'est encore accéléré pour atteindre 3% par an, ce qui signifie que nous pourrions doubler notre PIB par habitant dans le monde en seulement 23 ans. Si l'on considère le PIB par habitant de 1800 à nos jours, on constate qu'après la révolution industrielle, le PIB mondial par habitant a été multiplié par plus de 15, générant une explosion de richesse qui a permis à 90% de la population mondiale de sortir de la pauvreté. Nous ne devons jamais oublier qu'en 1800, quelque 95% de la population mondiale vivait dans une pauvreté abjecte, alors que ce chiffre n'était plus que de 5% en 2020, avant la pandémie. La conclusion est évidente, loin d'être la cause de nos problèmes, le capitalisme de libre entreprise en tant que système économique est le seul outil dont nous disposons pour mettre fin, à la pauvreté et à la misère dans le monde. Les preuves empiriques sont incontestables. C'est pourquoi, puisqu'il ne fait aucun doute que le capitalisme de libre marché est supérieur en termes de production, la doxa de gauche a attaqué le capitalisme pour ses problèmes de moralité, parce qu'il est, selon eux, disent ses détracteurs, injuste. Ils disent que le capitalisme est mauvais parce qu'il est individualiste, et que le collectivisme est bon parce qu'il est altruiste. Et par conséquent, ils luttent pour la justice sociale. Mais ce concept, qui est devenu à la mode dans le premier monde au cours de la dernière décennie, est une constante du discours politique dans mon pays depuis plus de 80 ans. Le problème est que la justice sociale n'est pas seulement injuste, mais qu'elle ne contribue pas non plus au bien-être général. Au contraire, c'est une idée intrinsèquement injuste parce qu'elle est violente. Elle est injuste parce que l'État est financé par les impôts et que les impôts sont prélevés de manière coercitive, car chacun d'entre nous peut-il choisir de ne pas payer d'impôts. Cela signifie que l'État est financé par la coercition, et plus la charge fiscale est élevée, plus la coercition est grande, moins la liberté est grande. Ceux qui promeuvent la justice sociale partent de l'idée que l'ensemble de l'économie est un gâteau qui peut être partagé différemment.
Mais ce gâteau n'est pas donné. C'est la richesse qui est générée dans ce que Kirchner appelle un processus de découverte. Si vous produisez un produit de bonne qualité à un prix attractif, vous réussirez et vous produirez davantage. Le marché est donc un processus de découverte dans lequel le capitaliste trouve la bonne direction au fur et à mesure. Mais si l'État punit le capitaliste pour avoir réussi et le bloque dans ce processus de découverte, il détruit ses incitations, ce qui a pour conséquence qu'il produira moins et que le gâteau sera plus petit, au détriment de la société dans son ensemble. Le collectivisme, en inhibant ces processus de découverte et en empêchant l'appropriation de ce qui a été découvert, lie les mains de l'entrepreneur et l'empêche de produire de meilleurs biens et d'offrir de meilleurs services à un meilleur prix. Comment se fait-il alors que le monde universitaire, les organisations internationales, la politique et la théorie économique diabolisent un système économique qui a non seulement sorti 90% de la population mondiale de la pauvreté la plus extrême, et qui le fait de plus en plus vite, mais qui est également juste et moralement supérieur? Grâce au capitalisme de libre entreprise, le monde est aujourd'hui au mieux de sa forme. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu de période de plus grande prospérité que celle que nous vivons aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est plus libre, plus riche, plus pacifique et plus prospère qu'à n'importe quel autre moment de notre histoire. C'est vrai pour tout le monde, mais c'est particulièrement vrai pour les pays qui sont plus libres et qui respectent la liberté économique et les droits de propriété des individus. En effet, les pays plus libres sont 8 fois plus riches que les pays répressifs. Le décile inférieur de la distribution des pays libres vit mieux que 90% de la population des pays répressifs. Il compte 25 fois moins de pauvres dans le format standard et 50 fois moins dans le format extrême. Et comme si cela ne suffisait pas, les citoyens des pays libres vivent 25% de plus que les citoyens des pays répressifs. Maintenant, pour comprendre ce que nous défendons, il est important de définir ce dont nous parlons lorsque nous parlons de libertarianisme. Pour le définir, je reprends des mots du plus grand défenseur de la liberté de notre pays, Alberto Venegas Lynch, qui dit « Le libertarianisme est le respect sans restriction du projet de vie d'autrui, fondé sur le principe de non-agression, en défense de la vie, de la liberté et de la propriété des individus. Ces institutions fondamentales sont la propriété privée, les marchés libres de toute intervention de l'État, la libre concurrence, la division du travail et la coopération sociale, où l'on ne peut réussir qu'en servant son prochain que des biens de meilleure qualité ou de meilleur prix. En d'autres termes, le capitaliste est un bienfaiseur social qui, loin de s'approprier la richesse des autres, contribue au bien-être général. En bref, un entrepreneur qui réussit est un héros. C'est ce modèle que nous proposons pour l'Argentine de demain. Un modèle basé sur les principes fondamentaux du libertarianisme, la défense de la vie, de la liberté et de la propriété. Maintenant, si le capitalisme de libre entreprise et la loi de la concurrence ont obtenu des résultats extraordinaires pour mettre fin à la pauvreté dans le monde, et que nous sommes aujourd'hui au meilleur moment de l'histoire de l'humanité, pourquoi est-ce que je dis que l'Occident est en danger? Je dis que l'Occident est en danger précisément parce que dans les pays où nous devrions défendre les valeurs du marché libre, de la propriété privée et des autres institutions du libertarianisme, des secteurs de l'establishment politique et économique, certains à cause d'erreurs dans leur cadre théorique et d'autres par ambition pour le pouvoir, sont en train de saper les fondements du libertarianisme, d'ouvrir les portes au socialisme et de nous condamner potentiellement à la pauvreté, à la misère et à la stagnation. Car il ne faut jamais oublier que le socialisme est toujours et partout un phénomène d'appauvrissement qui a échoué dans tous les pays où il a été tenté. C'est un échec économique, un échec social, un échec culturel, et il a tué plus de 100 millions d'êtres humains. Le problème essentiel pour l'Occident aujourd'hui est que nous devons non seulement affronter ceux qui, même après la chute du mur et les preuves empiriques accablantes, continuent à lutter pour un socialisme appauvrissant, mais aussi nos propres dirigeants, penseurs et universitaires, qui, en vertu d'un cadre théorique erroné,
sape les fondements du système qui nous a donné la plus grande expansion de la richesse et de la prospérité de notre histoire. Le cadre théorique auquel je fais référence est celui de la théorie économique néoclassique, qui conçoit un instrument qui, sans le vouloir, finit par être fonctionnel à l'ingérence de l'État, au socialisme et à la dégradation de la société. Le problème des néoclassiques est que puisque le modèle dont ils sont tombés amoureux ne correspond pas à la réalité, ils attribuent l'erreur à de prétendues défaillances du marché au lieu de revoir les prémices de leur modèle. Sous prétexte d'une prétendue défaillance du marché, ils introduisent des réglementations qui ne font que générer des distorsions dans le système des prix, ce qui entrave le calcul économique et donc l'épargne, l'investissement et la croissance. Ce problème réside essentiellement dans le fait que même les économistes prétendument libertaires ne comprennent pas ce qu'est le marché. Car s'ils le comprenaient, ils verraient rapidement qu'il est impossible qu'il existe une telle chose qu'une défaillance du marché. Le marché n'est pas une courbe d'offres et de demandes sur un graphique. Le marché est un mécanisme de coopération sociale où les gens échangent volontairement. Par conséquent, compte tenu de cette définition, la défaillance du marché est un oxymore. Il n'y a pas de défaillance du marché. Si les transactions sont volontaires, le seul contexte dans lequel il peut y avoir une défaillance du marché est celui de la coercition. Et le seul à pouvoir exercer une coercition générale est l'État, qui a le monopole de la violence légitime. Par conséquent, si quelqu'un considère qu'il y a une défaillance du marché, je lui recommande de vérifier s'il y a une intervention de l'État au milieu. Et s'il constate qu'il n'y a pas d'intervention de l'État au milieu, je lui suggère de refaire l'analyse parce qu'elle est définitivement erronée. Les défaillances du marché n'existent pas. Les structures concentrées de l'économie sont un exemple des prétendues défaillances du marché décrites par les néoclassiques. Cependant, sans les fonctions de rendement d'échelle croissant, dont la contrepartie sont les structures concentrées de l'économie, nous ne pourrions pas expliquer la croissance économique de 1800 à aujourd'hui. C'est intéressant. À partir de 1800, alors que la population a été multipliée par plus de 8 ou 9, le produit par habitant a été multiplié par plus de 15. Il y a des rendements croissants qui ont fait passer l'extrême pauvreté de 95% à 5%. Cependant, cette présence de rendements croissants implique des structures concentrées, ce que vous appelleriez un monopole. Comment une chose qui a généré tant de bien-être pour les théoriciens néoclassiques peut-elle être une défaillance du marché? Les économistes néoclassiques sortent du cadre. Lorsque le modèle échoue, il ne faut pas se fâcher avec la réalité, mais avec le modèle et le changer. Le dilemme auquel est confronté le modèle néoclassique est qu'il prétend vouloir perfectionner le fonctionnement du marché en s'attaquant à ce qu'il considère comme des défaillances du marché. Mais ce faisant, non seulement il ouvre la porte au socialisme, mais il compromet également la croissance économique. Par exemple, réglementer les monopoles, détruire leurs profits et détruire les rendements croissants détruirait automatiquement la croissance économique. En d'autres termes, chaque fois que l'on veut corriger une supposée défaillance du marché, inexorablement, parce que l'on ne sait pas ce qu'est le marché ou parce que l'on est tombé amoureux d'un modèle qui a échoué, on ouvre la porte au socialisme et on condamne les gens à la pauvreté. Cependant, face à la démonstration théorique que l'intervention de l'État est néfaste et à la preuve empirique qu'elle a échoué, parce qu'il ne pouvait en être autrement, la solution que les collectivistes proposeront n'est pas plus de liberté, mais plus de réglementation, générant une spirale descendante de réglementation jusqu'à ce que nous soyons tous plus pauvres et que la vie de chacun d'entre nous dépende d'un bureaucrate assis dans un bureau chic. Face à l'échec retentissant des modèles collectivistes et au progrès indéniable du monde libre, les socialistes ont été contraints de modifier leur programme. Ils abandonnent la lutte des classes fondée sur le système économique et la remplacent par d'autres conflits sociaux supposés,
tout aussi nuisibles à la vie collective et à la croissance économique. La première de ces nouvelles batailles fut la lutte ridicule et contre nature entre les hommes et les femmes. Le libertarianisme a déjà établi l'égalité entre les sexes. La pierre angulaire de notre credo dit que tous les hommes sont créés égaux et que nous avons tous les mêmes droits inaliénables accordés par le Créateur, parmi lesquels la vie, la liberté et la propriété. La seule chose que ce programme du féminisme radical a entraîné est une plus grande intervention de l'État pour entraver le processus économique, en donnant des emplois à des bureaucrates qui ne contribuent en rien à la société, bien que ce soit sous la forme de ministères de la femme ou d'agences internationales dédiées à la promotion de cet ordre du jour. Un autre conflit soulevé par les socialistes est celui de l'homme contre la nature. Ils affirment que les humains endommagent la planète et qu'elle doit être protégée à tout prix, allant même jusqu'à préconiser des mécanismes de contrôle de la population ou le programme sanglant de l'avortement. Malheureusement, ces idées néfastes ont imprégné notre société. Les néo-marxistes ont réussi à s'emparer du sens commun de l'Occident. Ils y sont parvenus en s'appropriant les médias, la culture, les universités et bien sûr les organisations internationales. Heureusement, nous sommes de plus en plus nombreux à oser nous exprimer, parce que nous voyons que si nous ne combattons pas ces idées de front, le seul destin possible est que nous aurons de plus en plus d'États, de réglementations, de socialisme, de pauvreté, de liberté, et par conséquent, un niveau de vie plus bas. L'Occident s'est malheureusement déjà engagé dans cette voie. Je sais qu'il peut sembler ridicule à beaucoup de dire que l'Occident s'est tourné vers le socialisme. Mais ce n'est ridicule que dans la mesure où l'on se limite à la définition économique traditionnelle du socialisme, selon laquelle il s'agit d'un système économique dans lequel l'État possède les moyens de production. Pour nous, cette définition doit être adaptée aux circonstances actuelles. Aujourd'hui, les États n'ont pas besoin de contrôler directement les moyens de production pour contrôler tous les aspects de la vie des individus. Avec des outils tels que l'émission monétaire, l'endettement, les subventions, le contrôle des taux d'intérêt, le contrôle des prix et les réglementations visant à corriger les prétendues défaillances du marché, ils peuvent contrôler le destin de millions d'êtres humains. C'est ainsi que nous en arrivons au point où, sous différents noms ou différentes formes, une bonne partie des offres politiques généralement acceptées dans la plupart des pays occidentaux sont des variantes collectivistes. Qu'elles soient ouvertement communistes, socialistes, social-démocrates, démocrates chrétiennes, néo-keynésiennes, progressistes, populistes, nationalistes ou mondialistes. Sur le fond, il n'y a pas de différence substantielle. Tous considèrent que l'État doit diriger tous les aspects de la vie des individus. Tous défendent un modèle contraire à celui qui a conduit l'humanité aux progrès les plus spectaculaires de son histoire. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour inviter les autres pays occidentaux à retrouver le chemin de la prospérité. La liberté économique, un gouvernement limité et le respect sans restriction de la propriété privée sont des éléments essentiels à la croissance économique. Ce phénomène d'appauvrissement provoqué par le collectivisme n'est pas un fantasme. Il ne s'agit pas non plus d'un fatalisme. C'est une réalité que nous, Argentins, connaissons bien, parce que nous l'avons déjà vécue. Parce que, comme je l'ai déjà dit, depuis que nous avons décidé d'abandonner le modèle de liberté qui nous avait rendus riches, nous sommes pris au piège d'une spirale descendante qui nous appauvrit chaque jour un peu plus. Nous le vivons déjà. Et nous sommes ici pour vous avertir de ce qui pourrait arriver si les pays occidentaux, qui se sont enrichis grâce au modèle de liberté, continuent sur la voie de la servitude, la route de la servitude, pour citer Hayek. Le cas argentin est la démonstration empirique que quelle que soit votre richesse, quelles que soient les ressources naturelles dont vous disposez, quelle que soit la qualification de la population, quel que soit son niveau d'éducation, quels que soient les lingots d'or qui se trouvent dans les coffres de la Banque centrale,
Si vous adoptez des mesures qui entravent le développement de l'économie, vous risquez de vous retrouver dans une situation de servitude. Si vous adoptez des mesures qui entravent le libre fonctionnement des marchés, la libre concurrence, le système des prix libres, si vous entravez le commerce, si vous portez atteinte à la propriété privée, la seule destination possible est la pauvreté. Enfin, je voudrais laisser un message à tous les entrepreneurs présents ici et à ceux qui nous regardent des quatre coins de la planète. Ne vous laissez pas intimider, ni par la caste politique, ni par les parasites qui vivent de l'État. Ne vous soumettez pas à une classe politique qui ne cherche qu'à se perpétuer au pouvoir et à maintenir ses privilèges. Vous êtes des bienfaiteurs sociaux, vous êtes des héros, vous êtes les créateurs de la période de prospérité la plus extraordinaire que nous ayons jamais connue. Que personne ne vous dise que votre ambition est immorale. Si vous gagnez de l'argent, c'est parce que vous offrez un meilleur produit à un meilleur prix, contribuant ainsi au bien-être général. Ne cédez pas à l'avancée de l'État. L'État n'est pas la solution, l'État est le problème. Vous êtes les véritables protagonistes de cette histoire et sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez un allié indéfectible en la République argentine. Merci beaucoup et vive la liberté, bordel! Bon, voilà, génial. Donc, moi j'ai perdu un peu ma voix sur la fin, mais c'était l'émotion aussi parce que je pense que c'est un discours historique qui est tenu donc dans la Mecque des communistes et tous ceux qu'il a dénoncés, là, les mondialistes, etc. Tout y était, franchement, dans ce discours. Alors, il aurait pu rentrer un peu plus dans le détail, évidemment, mais il avait, je pense, un temps limité. Et dans ce temps limité, il a vraiment fait des perles. Il a délivré perle sur perle. Il a fait un cours magistral d'économie et de tout le reste, parce que si l'économie ne va pas, tout le reste ne va pas, évidemment. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais impérativement vous le diffuser avec la traduction instantanée, pour que vous le voyez aussi, et je trouve que c'est très courageux, parce qu'il avait été accusé, Milei c'est un membre du Nouvel Ordre Mondial, parce qu'il a participé au World Economic Forum, etc. En fait, il avait juste participé en 2014 à une conférence en tant qu'intervenant, et c'est tout. Mais là, on a bien vu, il vient de faire exploser une bombe, littéralement, au milieu de tous ces globalistes-là, néo-marxistes, qui veulent un État, en effet, toujours plus... qui nous ruine en fait et qui multiplie les réglementations. Et là, c'est une leçon aussi à tous ceux qui disaient les mondialistes sont des ultra-libéraux, là, tous les Marine Le Pen de ce monde et les Mélenchon, là, ils prennent une énorme claque. Parce que là, on voit vraiment ce que la vraie droite, comme je l'appelle, c'est. Voilà, la vraie droite, c'est Milei. C'est ça, il a défendu, il a lutté, enfin, il a dénoncé l'avortement. Vous imaginez, dans cette Mecque là aussi, où Macron, qui est passé juste après lui ou avant lui, je sais pas quand, mais je crois le même jour, vient d'inscrire l'avortement dans la Constitution, quoi. On en est là, et c'est ça que Milei dénonce, c'est les Macron. Donc il ne faut pas mélanger Macron et Milei, ça n'a rien à voir, ils sont opposés radicalement. Milei, c'est la liberté, c'est l'Occident aussi, parce que Macron est totalement opposé, il est du côté des Russo-Chinois, quoi qu'on en dise, philosophiquement, il est marxiste. Donc, et le World Economic Forum est bien cette officine du Parti communiste chinois et du communisme généralement, parce que c'est plus facile de mettre en avant World Economic Forum que PCC Economic Forum. Vous voyez, si c'était le forum de la Chine communiste, personne ne viendrait, évidemment. Alors que là, tout le monde vient et fait ses discours avec en fait un truc sous-jacent, c'est le marxisme à chaque fois, à chaque fois. Vous ne serez plus propriétaire, mais vous serez heureux, et compagnie. Là, Milei a dit exactement le contraire, et franchement, en vous lisant cette traduction instantanée, je jubilais, parce que c'est mon message depuis 20 ans, et j'ai même du mal à en croire mes oreilles, parce que même Milei est allé plus loin que Trump. Trump n'est pas un économiste, c'est un entrepreneur, c'est un de ces héros dont parle Milei, certes, mais ce n'est pas un économiste. Milei est un économiste qui a la capacité de théoriser l'économie libérale, comme aucun entrepreneur, franchement. Donc voilà, chacun ses rôles. Moi d'ailleurs, je suis plus entrepreneur qu'économiste, hein, je ne suis pas économiste, mais j'avais édité un économiste comme Jean-Louis Cacomo qui est dans cette même veine et cette même verve. Voilà, il y a très peu de libéraux en France, et Jean-Louis Cacomo, lui, a été exclu de ce système. Il a été traîné. Alors,
malgré en plus un passé où c'est un survivant du tsunami de 2004 en plus, Jean-Louis. Et donc je le salue ici, et je ne sais pas où il est, j'ai plus trop de contact avec lui, mais c'est un héros là, lui aussi. Il a été exclu de partout, de l'université de Perpignan, parce qu'il avait dénoncé un trafic de diplômes chinois, bref. Donc il a été interné psychiatriquement, de force, voilà, avec les méthodes staliniennes justement. Et il a gagné ses procès, donc voilà. Milei, bravo. Franchement, l'Argentine, ils ont beaucoup de chance. Malgré une centaine d'années de socialisme, ils vont réussir à sortir de ce marasme totalitaire et communiste. J'espère et je souhaite qu'il en sera de même en France, mais malheureusement, notre caste d'énarques et de polytechniciens chez nous, ils ont verrouillé tout, de telle sorte que c'est impossible pour un Milei d'émerger, et même s'il pouvait émerger, les Français, pour leur immense majorité, leurs cerveaux ont été lavés par cette propagande marxiste qui se déverse sur eux, par les médias, par les politiciens, par tout le monde, tout le temps, en permanence, et l'opposition prétendue à Macron, elle est aussi marxiste que Macron lui-même, donc on dirait qu'il n'y a pas de porte de sortie. Donc là, Milei, c'est pour ça que c'est très important son message, que vous l'entendiez en tant que Français, faites circuler cette vidéo, diffusez ce message, franchement, de vérité, parce que voilà, pourquoi il y a de la prospérité. Et moi, je reviens même au protestantisme. Alors, Millet est catholique, mais ça ne me dérange pas du tout. Vous voyez, des catholiques comme ça, moi, j'en redemande. Si on avait autant de catholiques comme Millet en France, la France irait beaucoup mieux. Malheureusement, c'est plutôt des catholiques antilibéraux qu'on a en majorité. Et c'est pour ça que je ne suis pas plus soutenu que je ne devrais l'être, parce que je suis un des rares, là aussi, à tenir cette parole de vérité, et que tous les faits viennent valider, comme il l'a dit lui-même. Bref, je m'arrête là pour ne pas être trop long. Je vous remercie pour votre attention de ce discours historique au World Economic Forum. Encore une fois, il a fait sa démonstration au cœur de la bête, quoi. C'est énorme. C'est vraiment historique ce qui vient de se passer, et évidemment, les médias vont jamais vous en parler en ces termes. Donc, justement, moi, je suis un journaliste indépendant qui ne vit que de mes souscripteurs et de mes lecteurs, donc cette vidéo est publique, mais elle m'a nécessité un certain travail. Mais sachez que si vous me découvrez aujourd'hui, je fais aussi des vidéos réservées à des souscripteurs, voilà, qui souscrivent pour pouvoir regarder ces vidéos, et ça me permet de manger, voilà, de vivre. C'est du capitalisme, je ne demande pas de dons. Et donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin et de découvrir un peu toutes les enquêtes que je peux faire, et j'en fais sur beaucoup de sujets, parce que j'ai une souscription internationale et une souscription nationale, et je suis sur la ligne de Milei. Donc, si vous avez aimé ce discours, sachez que c'est ce que vous retrouverez dans mes enquêtes, et j'enquête sur des sujets sur lesquels la presse n'enquête pas en général, puisque justement cette presse, elle est néo-marxiste, elle est en soutien à bout de bras de la Macronie et même des oppositions contrôlées. Donc, je suis un peu en résistance, mais sachez que vous pouvez me soutenir, et vous avez les liens dans la description, et monter en compétence avec toutes les enquêtes. Il y en a plus de 60 dans la souscription nationale, donc 60 vidéos de 45 ou 30, entre 30 et 45 minutes. Et la souscription internationale, là, il y a plus de 600 vidéos. J'ai commencé ça en 2020. Donc, vous trouverez votre bonheur là-dedans, et ça sera autre chose que Netflix. Voilà, merci pour votre attention, et longue vie à Milei. J'espère qu'il ne va rien lui arriver, parce que ça, c'est un peu ma crainte. C'est ma seule crainte, parce que sinon, sa politique est géniale. Et si en Argentine, ils ont l'intelligence de le laisser faire, justement, sans jeu de mots, avec le laisser faire, laisser passer, eh bien, ils pourront sortir de ce marasme collectiviste-là qui est insupportable, qui rend pauvre et qui rend stupide en plus. Portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur, la Nouvelle France libre et la vraie droite. Salut.